C'est la fin du marathon, la fin de ces 24 heures chrono de l'international. On vous a emmené depuis 2 jours à travers le monde, à Kuala Lumpur, à Atlanta, à Abidjan, à Istanbul ou encore à Lausanne. On va consacrer d'ailleurs une partie de cette toute dernière émission des 24 heures chrono de l'international à la France. On parlera tout à l'heure de la situation des impatriés. Mais on commence par un bilan avec nos différents invités, à commencer par Aurore Berger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Avec nous également Frédéric Ibanez, juste à côté de moi. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Alphatrad. Vous avez été désigné, on va en reparler, pour recevoir le prix de la performance par les équipes de 24 heures chrono. On verra ça dans un instant. On verra pourquoi, surtout dans un instant. Louis Davin, bonjour. Bonjour. Vous êtes, bonsoir, directeur général d'Escale Consulting, spécialiste des relations presse, des stratégies d'influence. Vous êtes l'un des partenaires des 24 heures chrono. Exactement. Un autre partenaire majeur des 24 heures chrono, TV5 Monde. Bonjour Yves Bigot. Bonjour Vous en êtes, Antoine. Vous en êtes le directeur général de TV5 Monde. Ouf. Il reste encore 1 heure, ça peut changer. Et Henri Bazerque, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coproducteur et le fondateur de ces 24 heures chrono de l'international. Aurore Berger, c'est une initiative importante de parler, d'aider notamment les Français à aller s'installer à l'étranger. C'est important notamment par exemple pour le commerce extérieur. Je crois que tout ce qui concourt de toute façon à valoriser à la fois les Français, la capacité que nous avons à aller conquérir des marchés, comme c'est évidemment votre cas. Et je pense que c'est pour ça notamment que vous avez été choisi par le jury. Et puis valoriser aussi la capacité qu'on a à aller se former, à pouvoir partir, à revenir aussi, parce que c'est aussi notre travail, nous, de rendre suffisamment la France attractive pour qu'à la fois, évidemment, celles et ceux qui le souhaitent puissent partir et pourquoi pas aussi revenir. Donc je pense que évidemment les 24 heures chrono concourent à ce climat et c'est une très bonne chose. Alors, Henri Bazerque, quel bilan vous tirez de cette édition 2018 des 24 heures chrono? C'était l'euphorie. C'était incroyable. C'est-à-dire que je crois que les partenaires ont bien choisi les capitales qu'on allait traiter pratiquement 1 an avant. On réunit les partenaires, on leur demande un petit peu quels sont l'itinéraire qu'ils souhaiteraient justement voir. Donc, on s'est aperçu que l'Afrique, avec 3 capitales, ça a été un raz-de-marée. Donc, véritablement, on en parlait encore hier, l'Afrique est quand même un continent très important sur lequel la francophonie a des bases réelles. On est assez content parce qu'on s'aperçoit que nous, éventuellement, avec les partenaires officiels comme les chambres de commerce, comme les conseillers du commerce extérieur qui ont des sections partout dans le monde, il est évident qu'on met en avant les marchés porteurs, les marchés que, à la fois, les entreprises recherchent, mais également les gens qui veulent partir à l'étranger, s'installer et vivre au mieux. Et je crois qu'avec tous les témoignages, parce qu'il y a plus de 200 personnes qui sont passées en 24 heures chez TV5 sur les plateaux, mais il y en a plus de 200 qui nous ont envoyé des vidéos, justement, pour pouvoir, justement, témoigner de ce qu'ils vivent sur place. Vous mobilisez un peu à chaque fois, tous les ans, toute la communauté francophone. En 2017, on a eu quand même monde. près de 4 millions de connexions Internet grâce aux réseaux sociaux, parce que vous voulez partir à Miami, vous installer, vous connaissez pas les 24 heures chrono, vous allez sur Google, vous tapez, je sais pas moi, expert comptable Miami, vous essayez, vous allez voir, tomber sur une émission qui a été réalisée ici, chez TV5, pour les 24 heures chrono. Voilà. Alors, je tenais d'abord à remercier avant tout Yves Bigot et ses équipes, parce que on a vu qu'il y a de la modernité, il y a de l'embellissement chez TV5, donc c'était pas facile. Nous, on s'en est même pas perçu. On s'en est pas perçu. On refait le hall pour des raisons de sécurité. Non, mais il faut expliquer à ceux qui nous regardent. Voilà. Et donc, nous, on a été privilégiés, on était dans un écran, on n'a pas eu de soucis, on avait beaucoup de craintes, puis finalement, tout s'est très, très bien passé. Et même un nouveau studio. Et voilà, et on a un magnifique studio qui est à chaque fois qui change et qui est bien. Donc tout se passe très très bien. La machine à café n'était pas en panne. Oui, cette fois. Ouais. Yves Bigot, c'est un partenariat logique pour TV5 Monde avec ces 24 heures chrono. Ah oui, évidemment, nous on est la chaîne de la francophonie, donc des francophones et évidemment des expatriés français partout sur la planète. Et pour avoir été moi-même expatrié, je sais combien c'est important à la fois d'avoir toujours évidemment un lien avec
mère patrie, mais aussi combien c'est pas nécessairement facile quand on est français et qu'on déboule à l'étranger, parce qu'on vous aide pas particulièrement voilà, à vous installer, que ça soit surtout quand on veut travailler, parce que pour les vacances, là on vous aide, pour les pas de vacances, problème. c'est facile. Là vous êtes accueillis, il n'y a aucun problème, mais quand vous voulez vous installer pour travailler, c'est compliqué, et y compris dans l'Union européenne d'ailleurs. Mais des fois dans des Contrairement pays, à ce qu'on pourrait penser. bien sûr, dans des pays, on ne va pas monopoliser la parole, mais dans des pays comme les États-Unis ou le Canada, on l'a vu, parce que là on avait un spécial Canada quand même, en plus des 24 heures, donc c'était quand même 35 émissions quand même, c'est la 35e en 24 heures. On s'aperçoit que c'est très difficile de s'implanter au Canada comme aux États-Unis si on n'a pas des avocats, des experts comptables qui vous aident. Donc c'est quand même Et de l'argent. Et puis de l'argent, évidemment, parce que des fois, dans certains pays, il faut beaucoup d'argent pour avoir des visas investisseurs, notamment. Voilà. Alors, autre partenaire, donc c'est Escal Consulting. Vous êtes associé aux 24 heures chrono, pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que c'est les valeurs qui sont défendues sont les valeurs qu'on aime et qu'on défend également, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et l'international, puisque on travaille essentiellement avec des entrepreneurs du monde de l'innovation, donc des startups, des scale-up qui commencent à se développer en France et ensuite en Europe et aux États-Unis et en Asie. Et que vous aidez à se faire connaître. Et on les accompagne d'abord en France, puis ensuite dans ces différents pays, en ayant développé une structure aux États-Unis et une structure à Shanghai, pour pouvoir justement aider au développement international des technologies françaises, on va dire, dans l'innovation. Henri Bazard, Et nous sommes fiers d'avoir Escal Consulting comme attaché de presse pour les 24 heures chrono, pour Big Planet, qu'on a lancé tout à l'heure, et puis au mois d'octobre pour notre salon 24 heures d'international. On va reparler de Big Planet dans un instant, mais d'abord, quel projet vous prévoyez, quel développement pour 2019? Alors, 2019, on envisage de refaire ça au mois de janvier, parce que là, on a fait ça en mars, parce qu'il y avait quelques embellissements dans la maison. Donc, on souhaite refaire ça les 22-23 janvier. Mais là, il n'y aura que les 24 heures. On ne va pas faire en plus un spécial, parce que ça fait vraiment beaucoup de travail pour les régies, beaucoup de surcharge également, pour avoir des gens qui viennent de partout. Donc, on s'est dit, on va faire 24 heures pour la 13e édition, mais là, on va apporter quelque chose qui nous est beaucoup demandé. C'est-à-dire que quand on va dans un pays, c'est bien de savoir comment avoir son visa, louer une maison, mais qu'est-ce qui se passe au niveau culturel? Donc on a décidé de faire, dans les prochaines émissions, un premier tiers sur l'économie, un deuxième tiers sur la culture et un troisième sur la francophonie, en tout cas dans les pays où justement il y a un petit peu de francophonie, parce qu'on voudrait savoir quel est l'état justement de la langue française dans les différents pays où nous passons. Et donc, c'est vrai que là, je vois M. Ibanez qui fait oui parce qu'il vit au Portugal et il voit bien que tous les jeunes de moins de 20 ans ne parlent plus du tout français et que moins de 40 ans. Les moins de 40 ans. Et donc, il y a un gros travail. Mais ça, on en a parlé hier avec Yves Bigot. C'est vrai que c'est important. Donc, on s'est dit que dans les émissions, il ne fallait pas parler que business tout le temps. Il fallait aussi ouvrir, justement, pour que les gens connaissent mieux la culture des villes, des régions ou des pays qu'on traversera l'année prochaine. Plus de culture, plus de francophonie, donc en 2019, dans les 24 heures chrono internationales. Alors, c'est l'heure maintenant d'un moment un peu solennel, comme chaque année. C'est la remise du prix de la performance. Le lauréat a créé son entreprise il y a plus de 30 ans, entreprise dédiée à la traduction, à l'interprétariat. Il dispose de plus de 80 centres en Europe, 3500 traducteurs dans le monde. C'est vous, Frédéric Ibanez, effectivement. Et vous êtes le PDG d'Alphatrad, et vous allez recevoir des mains du directeur général de TV5 Monde ce trophée de la performance. C'est l'heure de la passation. Alors, je tiens d'abord à dire qu'il n'y a pas de question de conflit d'intérêts, parce que nous, nos programmes sont sous-titrés en 14 langues, mais nous faisons appel à pas mal de sociétés, mais pas la vôtre. Pas encore. À vous de voir. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a Elles sont principalement en France, bien entendu, car nous créons de l'emploi, des taxes, des impôts en France. C'est pour ça que le siège de TV5 Monde est ici à Paris, dans le 17e. Ça n'est pas lourd, mais en tous les cas, bravo et félicitations. Eh bien, à merci. vous et à vos équipes, puisque j'imagine que vous ne faites pas ça tout seul. Voilà. D'ailleurs, je tiens à remercier le jury de TV5 Monde et des 24 heures chrono
pour mon personnel, mes collaborateurs, pour moi-même, c'est vraiment un honneur et une reconnaissance. C'est beaucoup plus important que d'avoir reçu ce trophée. Je vous en remercie. Alors, félicitations, parlez-nous un peu justement de votre entreprise. Vous êtes combien dans votre entreprise? Alors, l'entreprise dans le groupe, parce qu'on a plusieurs entités juridiques, on est une trentaine de personnes uniquement commerciales et administratives. Et après, toutes nos prestations sont sous-traitées dans des pays différents en fonction des langues. Et on a environ 3500 traducteurs. Mais si on avait du personnel salarié à temps complet en tant que traduction, ce qui n'est pas possible à cause des spécialisations, des choses comme ça, on aurait plus de 150 salariés sur place. Ça deviendrait ingérable. Donc, votre spécialité, c'est proposer des traductions aux entreprises? Voilà, on fait principalement des traductions via Internet, des mises à disposition d'interprètes, des sous-titrages, du doublage de voix et des transcriptions audio. Et on est en train de mettre en place un nouveau produit qui va permettre de ne plus déplacer les interprètes chez les clients. On a lancé le produit avec des salles de conférences virtuelles, des espèces de pieuvres, j'appelle ça une pieuvre qu'on pose au milieu d'un bureau. Ça s'appelle comme ça. Voilà, pour que les clients arrivent à avoir des interprétations à des coûts moindres, en évitant les déplacements et en simplifiant le travail, puisqu'il n'y aura plus l'interprète ne sera plus sur place, et c'est l'avenir. Voilà. Et l'interprétation téléphonique aussi, vous voulez parler qu'un chinois, vous êtes au Brésil, on mettrait entre deux un interprète dans la salle de conférence virtuelle, vous pourrez dialoguer par téléphone avec votre interlocuteur. L'avantage, c'est que tout ça peut être enregistré, retranscrit, ça peut laisser des preuves quand les gens veulent des rapports des entretiens. Est-ce que vous craignez l'arrivée des traducteurs automatiques qui vont... Pas du tout, ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de traducteur automatique, il n'y a que des systèmes de comparaison. Il y a des immenses bases de données, genre Google, qui ont beaucoup de documents parce qu'ils les récupèrent sur leur site, sur les sites web. Ils comparent et ils font des suggestions. Mais le travail va changer. Il est évident que la profession va changer. Il y aura beaucoup plus de relecture que de traduction. Mais la traduction existera toujours. Eh bien, félicitations. On parle dans un instant de francophonie, notamment. Restez avec nous. I am 4. I can read and I can write. J'ai 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris, et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité. On parle toujours pour cette dernière émission des 24 heures chrono de l'international de la France, de la francophonie, du rayonnement de la France à travers le monde. C'est important, Robert G, de faire rayonner la France. Ça a des retombées économiques directes? C'est évidemment important et surtout via le biais de la francophonie. En 2050, là, le français peut être la première langue parlée à travers le monde au regard de la démographie que l'on sait, notamment en Afrique. Donc ça veut dire que ça participe du rayonnement culturel, évidemment, mais au-delà de ce rayonnement culturel, c'est ensuite un rayonnement économique qui peut ensuite réussir à immerger un certain nombre de continents. Donc c'est sûr que la question de la diplomatie qu'on peut avoir au travers de sa culture et de sa langue est absolument capitale. La francophonie pour le gouvernement a été mis un peu en avant par le gouvernement. Pour quelles raisons ? C'est mis en avant par le président de la République lui-même, puisqu'il a choisi de nommer Leïla Slimani, qui est une auteure extrêmement célèbre, qui est franco-marocaine, et qui est l'envoyée spéciale du président de la République sur la francophonie, justement pour ces raisons-là, c'est-à-dire à la fois parce que c'est un enjeu stratégique, culturel, diplomatique et économique, et parce que si on veut justement qu'en 2050, cette première langue à travers le monde ait des retombées très fortes aussi dans le quotidien que peuvent vivre les Français, alors c'est-à-dire que c'est dès maintenant
qu'il faut s'y préparer. Alors, vous avez, Henri Bazergue, lancé justement aujourd'hui un site internet qui s'appelle Big Planet. Ça va un peu dans cette direction-là de mettre en avant Alors déjà, ça le nous monde fait plaisir francophone. parce que Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au commerce extérieur et à la francophonie, est le parrain officiel de ce. On a eu son accord hier. Il est passé hier matin d'ailleurs via Skype. Il y avait du vent à l'île Il y avait du vent à l'île Maurice. C'est pas Mais facile. au moins, il était Pas là. tous les jours facile. Voilà, on l'a vu. On l'a pas entendu, mais on l'a vu. Voilà. Donc, ce qui était important justement dans le lancement de ce réseau social, c'est que depuis 12 ans qu'on fait des web TV à travers le monde, on en a 13, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème de la langue française. Pas tellement au Québec qui se battent pour la langue française. Hier, très justement, Yves disait que c'est surtout les Français qui s'en foutent de la langue française en France. Enfin, qui n'ont pas conscience de Voilà, ils ont pas l'importance de la conscience francophonie. l'importance. Mais quand on va en Afrique ou ailleurs, on s'aperçoit que voilà, la langue française disparaît de plus en plus, avec des dialectes, avec du patois, avec l'anglais. Donc pour nous, il était important justement de créer justement ce réseau social où à la fois on touchait des centaines de millions de francophones et de francophiles, parce que également les amis, la langue française nous intéresse, avec un libre accès entièrement gratuit. Ils peuvent aller chercher de l'information. Comme j'expliquais aujourd'hui dans le lancement, on a 36 000 fichiers vidéo que nous avons intégrés dans Big Planet pour déjà avoir un départ, un lancement. On a des journalistes qui font tous les jours de l'actualité, mais surtout, après, on va être rattrapé par les internautes, parce que c'est les internautes qui vont pouvoir poster à la fois leurs vidéos, tout à fait gratuitement, du monde entier, et toutes les associations. Voilà, aujourd'hui, on a vu des gens dans différents pays africains, etc., qui ont créé leur propre association ou leur cercle ou leur club de Français. Et donc tous ces gens-là vont pouvoir avoir un même vecteur. Et je crois que c'est très important d'avoir... Je crois que c'est aujourd'hui tout le monde. On voit tous les jeunes, tous les gens vont sur les réseaux sociaux pour chercher l'information ou la vidéo qu'ils recherchent. Et là, ils pourront le faire. Yves Vigo, vous dirigez TV5 Monde depuis quelques temps. Vous sentez que ça évolue, que la francophonie, ça devient plus fun, pour utiliser un mot francophone aujourd'hui? Alors on essaie d'y mettre beaucoup d'une autre, effectivement, pour présenter une langue moderne. Leila Slimani a dit le français c'est cool, mais c'est vrai, il faut qu'il le soit. La difficulté de la francophonie en France, c'est les scories de ce qui reste pour les Français, de la décolonisation, de la France-Afrique, etc. Donc ils sont pas très à l'aise avec ça. Ils n'ont pas, contrairement aux Québécois, la loi 101 qui oblige l'utilisation du français tous les jours. Mais on a la chance d'abord d'avoir des gouvernements successifs qui s'intéressent à la francophonie, mais en particulier, vous le disiez, Aurore Berger, un président de la République qui a décidé de prendre vraiment les choses en main. D'ailleurs, il va faire la semaine prochaine, le 20 mars, une grande déclaration, 15h45. Je ne vous donne pas le lieu qui est encore secret, mais j'ai reçu l'invitation tout à l'heure. Justement, sur tout son plan pour la langue française, pour la francophonie, etc. Et d'une manière moderne. Et c'est évidemment très confortable pour nous à TV5 Monde parce que c'est l'approche que nous avons, nous, depuis des années. Pourquoi? Pas simplement parce qu'on serait aussi intelligent que le président de la République. C'est pas ça, c'est qu'on est sur le terrain en permanence et qu'on voit bien que le français doit s'envisager uniquement dans le cadre du plurilinguisme. Aujourd'hui, on est sorti de la période coloniale où on imposait le français partout et puis c'était la langue intelligente et il fallait éradiquer les autres langues. Aujourd'hui, on le voit bien, partout où on est, vous parliez, Henri, de l'Afrique. En Afrique, prenons le Rwanda comme ça au hasard, au Rwanda, le français est une des langues officielles, à côté de l'anglais et à côté de deux langues nationales du Rwanda et la langue du Burundi voisin, etc. Et sur toute la planète, cette situation se réplique et se multiplie. D'ailleurs, dans nos pays partenaires, il n'y a en fait que la France qui est unilingue, et où d'ailleurs, évidemment, le français n'est pas menacé, donc il n'y a pas cette prise de conscience qu'ont les Québécois qui baignent dans un univers anglophone au Canada, mais aussi avec le gros voisin du Sud. En Suisse, il y a 4 langues officielles. En Belgique, il y a 3 langues officielles. Donc, on est là-dedans, et effectivement, alors on a la chance d'espérer qu'on sera peut-être pas trop loin derrière l'anglais d'ici 2050, ça dépend de ce qu'on va faire. Et donc, c'est en ça que c'est important, évidemment, d'avoir un gouvernement qui décide de faire de l'enseignement du français, de sa promotion,
un objectif culturel, mais aussi stratégique, mais aussi économique, etc. Et évidemment, pour nous, c'est formidable, puisque on est un des outils de ça, et un outil important, notamment, hein, vous le savez, Antoine. Alors, d'abord, tous nos programmes sont en français, ils sont sous-titrés en 14 langues, justement pour que les francophiles qui ne parlent pas français puissent suivre nos programmes, et donc connaître notre culture, nos valeurs et nos créations, même s'ils ne parlent pas nécessairement notre langue. Et puis notre chaîne pour enfants, TV5 Monde, notamment diffusée en Afrique, parce qu'il va falloir investir, évidemment. C'est le rôle de l'université, de l'éducation nationale, etc., de faire en sorte que l'enseignement du français se développe dans toutes ces poches formidables, et notamment l'Afrique, hein, de démographie, etc. Mais aussi, quand on a 4 ans ou 5 ans et qu'on regarde des dessins animés en français, on va apprendre le français beaucoup, beaucoup plus facilement que si on doit commencer à 35 ans pour s'associer avec un mec qui a trouvé du pétrole au Nigeria. Un dernier mot, Aurore Berger, vous faites partie à l'Assemblée nationale de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Donc il y a cette volonté du président de la République. Est-ce que c'est descendu jusqu'à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est un sujet, la francophonie, que vous évoquez en commission? Bien sûr, déjà il y a une alliance parlementaire autour des pays francophones. Donc c'est un sujet dont les parlementaires eux-mêmes s'emparent. C'est Lauriane Rossi, qui est ma collègue, qui est dans les Hauts-de-Seine, qui est très mobilisée sur ces sujets. Donc oui, évidemment, au sein de l'Assemblée nationale, c'est un enjeu pour nous. C'est un enjeu aussi que la langue française soit respectée, y compris dans l'hémicycle. Parfois, elle est un peu écorchée ou abîmée. Et c'est un enjeu, évidemment, que partout où on soit sur le territoire français, on puisse apprendre la langue. Et c'est ce qu'on fait aussi. Je pense à l'action de Jean-Michel Blanquer au sein de l'éducation nationale, la revalorisation par exemple de l'école maternelle. Il y a quelque chose qui est assez alarmant, c'est que quand des enfants arrivent à l'école maternelle ou qu'ils ont 3 ans, on a un différentiel de maîtrise du langage qui est extrêmement préoccupant en fonction de la sociologie en fait, et des territoires auxquels on appartient. Donc il faut que l'école maternelle soit considérée comme une école à part entière, ce qu'elle est, et qu'elle soit l'école du langage. Parce que si on veut résorber les inégalités, ça passe aussi, voire surtout, par la maîtrise de la langue, parce que maîtriser la langue, avoir un éventail suffisamment large pour pouvoir s'exprimer, c'est avoir une maîtrise sur les choses. Et c'est ça qui est fondamental à pouvoir transmettre. Merci beaucoup, merci Aurore Berger, merci à vous 5 d'avoir été avec nous. On continue à parler de francophonie et de fiscalité pour les impatriés aussi, juste après cette pause. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, la toute dernière heure après ces 24 heures de marathon, 25 émissions, même 35 émissions d'ailleurs avec les spéciales Canada que vous avez sans doute pu suivre depuis ce mardi matin. On continue à parler un peu de la place du français, de la francophonie, comme on avait commencé à le faire avant cette petite pause. La place de la francophonie, ça fait partie des enjeux notamment pour l'AEFE. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Jean-Paul Négrel, le directeur adjoint de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Avec vous également, juste à côté, Emmanuel Fayad, vous êtes cofondateur et directeur d'une école bilingue anglais-français qui se trouve en région parisienne qui s'appelle Open Sky International. Exactement. Avec nous également en plateau, et on reviendra vers vous dans un deuxième temps, 2 avocats. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie Lemaine-Tenaillot
et Nicolas Préliasco. Vous êtes avocat au cabinet Galahad. Donc l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est un de ses rôles de promouvoir la langue française à travers le monde. Alors l'AEFE, qui est un opérateur public qui dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, évidemment a pour mission, je dirais pas principale, mais de participer au développement de la francophonie dans le monde de par sa nature. Puisqu'en fait l'AEFE, c'est 350 000 élèves dans 137 pays, à peu près 500 établissements, avec un programme français homologué par le ministère de l'Éducation nationale français. Donc c'est du programme français en français. Et ce qui est important de préciser, c'est que sur ces 350 000 élèves, 2/3 des élèves sont des élèves étrangers, donc des pays qui accueillent nos établissements. Et dans ces élèves étrangers, vous avez souvent plusieurs dizaines de nationalités par établissement. Donc c'est de la diffusion de la langue française à destination d'élèves qui ne sont pas de nationalité française au départ. Et ces mêmes élèves ensuite vont être amenés à aller dans toutes les structures d'enseignement supérieur en France, à hauteur de 50%, mais aussi dans toutes les universités, tous les grands établissements publics d'enseignement supérieur dans le monde, avec le bagage qu'ils auront acquis dans nos établissements, avec nos méthodes, avec nos valeurs, avec, les programmes qui intègrent aussi, parce que l'enseignement français, c'est aussi les langues étrangères, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal. C'est vrai qu'un élève qui sort de nos établissements parle régulièrement, je ne dirais pas parfaitement, mais 3-4 langues très régulièrement. Et pour donner un indicateur qui n'est pas chiffré, et pour en discuter souvent avec des présidents d'universités dans le monde et en France, tous les étudiants qui sortent de nos établissements figurent, et sans aucun chauvinisme, parmi les meilleurs étudiants très rapidement, en termes de méthode, de raisonnement. Et donc, c'est vraiment de la diffusion de la francophonie et des méthodes françaises. Ça, c'est la première mission. Mais si vous permettez, il y en a une deuxième, parce qu'évidemment, l'AEFE est là pour accueillir les élèves, et c'est l'ouverture sur le pays d'accueil, mais c'est aussi pour accompagner le développement de la francophonie par le biais de ces structures, que ce soit les entreprises, que ce soit le système culturel, dans le monde. Et là où il y a des entreprises qui s'installent, là où il y a des institutions qui s'installent aussi, il y a un établissement français dans pratiquement tous les pays du monde. Donc là aussi, ça participe à l'influence de la France, et c'est au-delà de la francophonie, c'est un outil d'influence, de présence française très recherché partout dans le monde. Emmanuel Fayad, on parlait des méthodes justement d'apprentissage. Vous dirigez donc une école franco-anglaise, en tout cas de bilingue. On apprend à la fois le français et l'anglais dans cette école. Les méthodes d'apprentissage des langues sont différentes chez vous? Alors, déjà, nous ne sommes pas une école de langue, nous sommes un établissement bilingue, puisque nous avons la maternelle, le primaire et le collège, et nous ouvrons dans 2 ans le lycée. Donc, le français et l'anglais sont 2 matières scolaires, parmi d'autres, au même titre que les mathématiques, les sciences ou l'histoire-géographie. Alors, nous, ce qui fait notre spécificité, c'est que, nous sommes une des rares écoles réellement bilingues en France, puisque nous avons un équilibre entre les deux. Alors, monsieur accueille les étrangers dans les pays étrangers, nous accueillons les étrangers en France. Donc les impatriés, puisque nous avons 2/3 de familles étrangères. Nous avons plusieurs dizaines de nationalités. Et nous, notre rôle, c'est que nos élèves, quand ils arrivent en France, souvent ne parlent ni le français ni l'anglais, et au bout de 2 ans, ressortent en maîtrisant couramment les 2 langues. C'est un défi. C'est un défi de faire apprendre des langues comme ça. Et puis surtout, est-ce que c'est important pour vous parce qu'on parlait tout à l'heure du président français qui veut promouvoir la langue française, mais il veut aussi promouvoir le multilinguisme. Est-ce que c'est important, finalement, de savoir parler français, certes, de promouvoir la langue française, certes, mais aussi d'accepter les autres langues? Bien entendu. Parce que si nous ne voulions que promouvoir le français, nous serions une école francophone, avec un peu d'anglais ou un peu d'espagnol, etc. Pour nous, si vous voulez, le côté multiculturel et international est primordial. Mais ça passe aussi par la maîtrise des langues. Parce que maîtriser une culture passe par la maîtrise de la langue. Si vous ne maîtrisez pas la langue, il est extrêmement difficile de comprendre et de connaître la culture. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour nous. Donc voilà, le multilinguisme. On se rejoint. À l'AEFE, c'est deux demandes du président de la République, c'est le français et le multilinguisme, c'est-à-dire que évidemment nos élèves dès les classes de maternelle apprennent une langue étrangère, l'anglais, puisqu'évidemment il est impossible de pouvoir aujourd'hui se déplacer sans pouvoir parler l'anglais, mais aussi la langue du pays d'accueil, qui peut être l'arabe, l'espagnol évidemment. Et je vous dis, c'est pratiquement 3-4 langues. Notre objectif, c'est que tous les élèves sortent de notre système scolaire au niveau des classes terminales en pratiquant 3-4 langues, en ayant intégré les cultures d'accueil, donc pratiquement 2-3 cultures
3 langues, 4 langues. Donc c'est quand même un objectif que nous sommes en train de réaliser. Merci à tous les deux. On se retrouve. Est-ce que je peux faire une petite annonce simplement pour donner un exemple? Quelque chose à annoncer. Simplement une petite annonce. J'invite tous les téléspectateurs d'aller sur aefe.fr samedi soir 18h. Et vous verrez en fait ce que peut être le développement de la francophonie à la Maison de Radio France, en fait, avec l'Orchestre des lycées français du monde, 70 nationalités différentes, des élèves qui vont venir se produire en public devant 2000 spectateurs en direct sur aefe.fr samedi soir. Qui vont jouer quoi? Qui vont jouer des morceaux de musique classique, comment dire, de tous les musiciens. Donc voilà. Samedi soir, 18h à aefe.fr, à la Maison de Radio France. Excusez-moi, c'est une petite annonce, mais qui illustre bien ce que peut être aussi le rôle de l'AEFE dans le domaine de la francophonie. Merci à vous deux. On poursuit cette émission dans un instant. Vous vivez les tout derniers instants des 24 heures chrono de l'International, démarré mardi matin. On est mercredi soir, il est 21h32 heure de Paris. Et pour terminer ces 24 heures chrono, on parle de Paris, enfin de la France. Comment les impatriés sont-ils traités en France? Et avec nous donc deux avocats spécialistes de la fiscalité, Stéphanie Lemaine-Tonaillot, bonsoir, on s'est vu tout à l'heure, et Nicolas Préliasco. Vous êtes tous les deux avocats dans un cabinet basé à Paris qui s'appelle Galahad. Nicolas Préliasco, il y a des nouveautés à connaître dans la loi de finances 2017 pour les impatriés ou les Français qui reviendraient s'installer en France. Oui, alors il y a des nouveautés. Alors on va dire que c'est une loi qui n'est pas du tout axée sur les impatriés. C'est pas une loi qui est axée sur la mobilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création particulière d'un régime fiscal spécifique, d'avantages particuliers pour les gens mobiles. Ça, il y a toujours les régimes existants existent toujours, donc notamment le régime dit des impatriés, qui est un régime bien spécifique avec vous pouvez peut-être rappeler pour des avantages. Oui, tout à fait. Alors c'est un régime qui existe maintenant. Enfin, dans sa forme actuelle, il a été créé aux alentours de 2008, même si en fait le régime est né avant cette année-là. C'est un régime qui prévoit en gros l'exonération à la fois d'une part de la rémunération, c'est-à-dire la rémunération qui est servie à une personne au titre de son transfert de résidence fiscale vers la France, dans certaines conditions, dans certaines limites, avec certains plafonds, mais ça reste un avantage qui peut être tout à fait conséquent, avec une deuxième exonération, toujours sur la rémunération, qui peut être assez paradoxale, puisque c'est la rémunération des jours travaillés hors de France. Donc on parle de gens qui transfèrent leur résidence fiscale vers la France et qui bénéficient finalement d'une exonération pour les jours qu'ils travaillent hors de France. Donc il y a une sorte à la fois d'attractivité et en même temps d'avantages liés au fait de continuer à travailler légèrement à l'étranger alors même qu'on est impatrié. Sans limite de durée. Alors c'est limité pour les gens qui sont embauchés depuis juillet 2016. C'est un régime qui dure éventuellement 8 années, suivant l'année à partir de laquelle vous commencez à travailler en France. Voilà. Alors du retour ou de l'arrivée, hein. Vous pouvez n'avoir jamais eu de lien avec la France et bénéficier de ce régime. Et il y a un deuxième volet qui est un volet patrimonial qui prévoit des exonérations substantielles de tout ce qui va être revenu notamment de
capitaux mobiliers réalisés à l'étranger. Donc c'est des exonérations très importantes puisque c'est de l'ordre de 50% du montant des revenus, ce qui fait quand même une sacrée différence, si vous voulez, avec les contribuables qui, eux, sont soumis par exemple à l'impôt français à titre habituel et n'ont jamais quitté la France ou eu l'occasion d'y revenir. Donc il n'y a pas de changement de ce régime. Par contre, ce que la loi de finances apporte, elle apporte quand même de très nombreux changements. C'est quand même une loi un peu d'attractivité, c'est-à-dire qu'il y a des régimes qui sont mis en place notamment sur les revenus de capitaux mobiliers, donc les dividendes, les intérêts, les plus-values de cession de droits sociaux notamment, qui maintenant vont être soumis à ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, donc qui est un prélèvement qui se substitue au barème progressif de l'impôt sur le revenu, en fait, assez basiquement, qui est un prélèvement au taux global de 30%, qui inclut donc 17,2% de CSG-CRDS, et uniquement donc 12,8% d'impôt sur le revenu, ce qui veut dire que on est quand même avec un taux sur les moyens qui frappent ces revenus maintenant qui est extrêmement faible. On rappelle que le premier taux d'imposition au barème progressif, c'est 14%. Donc 12,8%, on est en dessous de la première tranche du barème progressif, plus prélèvements sociaux, mais c'était déjà le cas avant. Et j'ajouterais juste ça sur le volet patrimonial. Il y a bien entendu, même si ça ne concernait pas forcément les impatriés directement, il y a la suppression de l'ISF tout de même, qui est remplacée par un impôt sur la fortune immobilière, qui est nouveau, mais qui effectivement ne frappe que la fortune immobilière. Avec donc une exclusion de sa base de l'ensemble des éléments de fortune qui étaient avant inclus dans la base de l'ISF, c'est-à-dire notamment les droits sociaux qui ne constituent pas des biens professionnels, les biens meubles, les objets de luxe. Voilà. Donc on est vraiment dans une loi qui rend, on va dire, la juridiction fiscale française plus attractive, mais pas sans distinction, c'est-à-dire que ce n'est pas axé uniquement sur l'impatriation. Sauf que pour les impatriés, ça s'ajoute au reste. Très bien, justement, donc Stéphanie Lemaine-Tenaillot, pas vraiment de nouveautés qui concernent directement la mobilité internationale, mais il y a quand même évidemment un changement majeur pour la fiscalité française, c'est le prélèvement à la source qui est instauré à partir du 1er janvier 2019. Ça change quoi pour ces impatriés ? Alors, pour les impatriés comme ou les pour expatriés, tout le monde finalement, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui va toucher les résidents fiscaux français sans distinction de savoir si ils ont été à une époque de leur vie non résidents français. C'est quand même un gros changement pour la France. Ce sera peut-être finalement, paradoxalement, moins traumatisant, entre guillemets, pour des gens qui ont vécu à l'étranger par le passé, puisque le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, ça se fait dans beaucoup de pays, et on était vraiment un des derniers pays à ne pas le faire. Alors, évidemment, pour respecter l'exception française, notre système est légèrement plus compliqué que ce qui peut se passer dans d'autres pays où vous avez un prélèvement à un taux forfaitaire, en fait, qui est appliqué sur les salaires. Notre système sera un peu plus compliqué, fondé sur la législation fiscale actuelle, en fait, qui tient compte notamment du quotient familial, avec des parts de revenus. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que c'est un gros chantier sur l'année 2018 qui va s'appliquer pour les employeurs qui vont devoir se préparer et préparer les salariés. En ce qui concerne les impatriés, et notamment ceux qui bénéficient du fameux régime fiscal des impatriés, il y aura quand même un certain nombre de choses qui devront être anticipées par les employeurs pour appliquer correctement le prélèvement à la source et faire en sorte que les impatriés n'aient pas trop d'impôts qui soient justement prélevés pour ensuite avoir un remboursement, le cas échéant, plus d'un an après. Alors on parle aussi évidemment beaucoup conséquences de ce prélèvement à la source d'une année blanche. 2018 serait une année où on ne payera pas d'impôts. C'est le cas ? Alors c'est un peu le cas. Pas totalement. C'est en fait une année pendant laquelle les personnes qui ont des revenus non exceptionnels verront effectivement l'application d'un crédit d'impôt sur leur impôt calculé normalement. Et donc effectivement, pour des personnes qui étaient déjà résidentes fiscales de France avant l'année 2018, c'est un avantage puisque ça va permettre d'éviter de payer en 2019 de l'impôt sur des revenus de 2018 et sur les revenus de 2019 par le biais du prélèvement à la source. Alors c'est vrai que pour les personnes qui n'étaient pas résidentes de France en 2017 et qui arrivent en 2018, elles vont a priori bénéficier aussi de ce crédit d'impôt, alors que finalement elles n'auraient pas payé 2 fois de l'impôt puisqu'elles n'avaient pas de revenus imposables en France en 2017. Donc ça peut être, on va dire, un petit effet d'aubaine pour des personnes qui se trouveraient revenir en France pendant l'année 2018 et qui bénéficieront aussi de ce crédit d'impôt. Il nous reste peu de temps. Un dernier mot peut-être sur
sur l'attractivité française. Est-ce que les différents changements dans la loi de finances renforcent l'attractivité de la France pour les étrangers? Alors immanquablement, ça les renforce. C'est vrai qu'après, nous, dans l'activité qui est la nôtre, ce qu'on voit, c'est que pour le moment... C'est sans effet? Non. Alors, moi, je serais incapable, et je ne pense pas qu'on serait capable, là, aujourd'hui, de dire déjà quels sont ou pas les effets de la loi. Après, je pense que ce qu'on ressent, nous, comme démonstration de l'attractivité, c'est des phénomènes, on va dire, plus vastes qu'une simple loi de finances. C'est notamment le Brexit, qui fait revenir des gens, par exemple. Donc, c'est plutôt des grands mouvements... là, pour le coup, lié à une décision politique, plus que les effets de la loi de finances qui, en fait, se sentiront au minimum 1 an, hein, puisque là, quand même, on est... elle vient d'être votée, elle n'est pas encore mise en pratique, ou pas assez, peut-être, mise sur le devant de la scène pour que ce soit vraiment attractif. Il y a déjà une attractivité du territoire français pour les personnes physiques, hein, qui, encore une fois, n'est pas remise en cause par cette loi, voire... un peu augmenté encore. Oui, Stéphanie, un dernier mot. On sent bien que c'est la volonté du gouvernement et du législateur de renforcer cette attractivité. Et on vient de dire que le régime des impatriés est passé en 2016 de 5 à 8 ans, ce qui est clairement un objectif de différenciation par rapport à tout un tas d'autres régimes dans d'autres pays qui ont aussi ce type de régime des impatriés qui sont généralement limités à 5 ans. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau. C'est vos 2 voix qui referment ces 24 heures chrono de l'International, comme l'année dernière d'ailleurs. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Merci évidemment à toute l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied depuis mardi matin et qui est content que ça se termine peut-être. Merci beaucoup à vous tous et rendez-vous l'année prochaine. Au revoir, merci.